Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Vous allez découvrir un lieu historique du secteur, le Cimserhof. C'est le second ouvrage le plus important de la ligne Maginot en termes de puissance de feu. Côté actu, on ira à Rohrbach, moderniser l'accès aux soins, ça passe par la télémédecine et vous verrez un exemple à la maison d'accueil spécialisée. On reviendra aussi sur le conseil municipal qui s'est déroulé hier soir à Sarreguemines à travers un reportage, puis avec notre invité Jean-Marc Schwartz. Bonjour. Bonjour. Et merci de participer à cette émission. C'est clair que, en tant qu'adjoint au maire en charge des finances, vous êtes le mieux placé pour venir parler du budget de la ville. On donnera aussi la parole aux internautes. Marie-Morgane a sélectionné leurs commentaires sur la page Facebook de Mosaïque Cristal. Coucou. Salut. Et on commence cette émission dans un établissement scolaire. Cette semaine, on parle science à l'institution Sainte-Chrétienne-la-Salle à Sarreguemines. Et on ne fait pas que parler d'ailleurs. Laurie est sur place. Coucou. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Coucou Julia, et bien là je suis en train d'ajouter donc du vinaigre dans une solution de chou rouge. Ça permet en fait de déterminer donc le pH d'une solution. Donc c'est une des démonstrations qui était proposée ce matin aux élèves de CM1, CM2. Mais ce n'est pas tout, il y a également du coup eu un agent de l'ONF qui est passé dans les classes de CP de l'institution Sainte-Chrétienne pour leur montrer un peu les animaux qui peuplent nos forêts et également analyser leurs empreintes. Donc vous pourrez découvrir toutes ces démonstrations dans un reportage tout à l'heure et un professeur vous apportera quelques précisions. Merci beaucoup Laurie, donc on revient tout à l'heure vers toi et vers Uranie qui est au cadrage. Mais on regarde d'abord le tour d'horizon de l'actu du secteur en 60 secondes. Un gagnant toutes les semaines, toute l'année, c'est chez Best, votre centre commercial à Paris-Bersvillers. Panonceau d'or pour la ville de Sarreguemines. Jérémy Kahn, Marc Zingraf et Erdem Yilmaz étaient à Paris hier pour recevoir cette distinction des mains du président honoraire des CCI, Chambre de commerce et d'industrie de France. Dans le cadre du dispositif Action Cœur de Ville, 10 communes françaises ont reçu ce prix. Une distinction honorifique et encourageante, mais malheureusement pas assortie d'un chèque. Télémédecine, la consultation 2.0. Ce nouveau dispositif est en place à la maison d'accueil spécialisée de Rohrbach-les-Bitches. Les résidents sont en consultation avec leur médecin à travers un écran via un logiciel sécurisé. Un système qui facilite l'accès à certaines spécialités et qui permet de limiter les déplacements. La télémédecine est encore peu répandue en France. Vivre, survivre dans les camps. C'est l'émission de radio produite par les élèves de première scientifique et de l'atelier radio du lycée Tessier de Bitche. Durant des mois, ils ont fait des recherches sur la période de la Shoah en Moselle. Elles les ont conduits à rencontrer 2 femmes déportées. Un moment émouvant et bouleversant. L'émission de 32 minutes retranscrit leur voyage dans l'histoire jusqu'à leur visite du camp d'Auschwitz en février. Il est écoutable sur le site internet de l'atelier radio du lycée. L'église de Rimelin se refait une jeunesse. Le crépi de la façade accusait les âges. Les trous et dégâts du temps ont été entièrement effacés de la façade gauche. Les autres façades pourraient cependant rester en l'état pour témoigner de l'histoire, affirme la mairie. Les travaux devraient s'achever prochainement. Les crèches de l'Agglo éveillent la petite enfance et facilitent la vie des actifs. Et pour les infos côté ciel, voici les prévisions de Météo France pour demain. Waouh, mais comment tu fais pour avoir autant d'assurance ? Demain, le ciel sera variable. Il y aura de belles éclaircies, mais aussi des passages nuageux plus conséquents, surtout en fin d'après-midi. Les températures seront comprises entre 1 et 12 degrés. Demain, nous serons le mercredi 27 mars et nous fêterons les Habib. Le soleil nous accompagnera de 6h18 à 18h54. L'image du jour nous est envoyée par Cyril Lux. Il a visité la butte de Montsec en Meuse. Un grand merci et vous aussi, envoyez-nous vos images par mail sur notre page Facebook. Comment tu fais pour avoir autant d'assurance ? C'est parce que j'ai toutes mes assurances au Crédit Mutuel. Et ça me libère. Assurance et prévoyance avec le Crédit Mutuel, ayez l'esprit libre. 100 fois, 1000 fois, je vous ai renvoyé la balle.
Fermap, des portes de garage sécurisées pour vous. Transmettre son savoir et sa passion pour les sciences. Les élèves de seconde de l'institution Sainte-Chrétienne-la-Salle se sont mis dans la peau de leurs professeurs durant la semaine des appels, association des parents d'élèves. Les jeunes lycéens ont proposé plusieurs expériences scientifiques. C'était pour les élèves de CM1, CM2. Regardez. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer les sciences. Ces élèves de seconde ont élaboré pour la semaine des sciences plusieurs expériences pour les élèves de CM1, CM2 de l'institution Sainte-Chrétienne-la-Salle. Ils nous ont détaillé ce qu'ils ont appris. Des choses sur l'électricité. Par exemple, regarder des choses au microscope. On a aussi construit un parcours d'électricité. On dirait que c'est de l'eau gazeuse, mais on a mis de l'encre, ensuite de l'eau chaude, on a mis de la vinaigre et ça redevient bleu à cause de l'acide. Ensuite on a mis du bicarbonate de soude et ça est redevenu transparent. Le but d'une matinée comme celle-ci, c'est aussi de transmettre aux plus jeunes sa passion pour les sciences. Pour moi, ça me permet de découvrir tout simplement le fait de transmettre quelque chose et de voir si j'ai quelque chose quand même assez pédagogue ou pas pour savoir où je pourrais m'orienter plus tard ou tout simplement parce que j'aime bien être avec des enfants, leur apprendre des choses. C'est un challenge pour les lycéens car ils doivent faire preuve de pédagogie. Il faut utiliser le vocabulaire adapté à leur âge. On ne peut pas utiliser un vocabulaire trop riche en rapport avec la science. On essaie de leur montrer des choses assez simples et de leur faire beaucoup d'interactions qui peuvent réagir, faire des expériences et de faire des choses assez simples qu'ils peuvent comprendre assez facilement. Et la transmission ne s'arrête pas là puisque les lycéens pourront à leur tour participer à un speed dating avec des professionnels dont le métier est lié à la santé ou au domaine de la science, mercredi 27 mars. Ou alors il peut faire passer par 2 endroits, du coup il faut appuyer là. Et oui, il y a plusieurs événements tout au long de la semaine. Serge Sallerin, professeur de sciences physiques, nous en dit un peu plus sur cette semaine des sciences. Bonjour Monsieur Sallerin. Bonjour. Alors comment est-ce qu'on fait pour donner envie aux jeunes de faire des sciences ? Alors, je crois qu'on leur donne envie en essayant de faire avec eux des expériences. C'est un petit peu le but de ce qui se fait aujourd'hui. Donc on fait participer des élèves de seconde en SVT, donc sciences de la vie et de la Terre, et en physique-chimie. Et c'est eux qui vont présenter des expériences de physique et puis des manipulations de SVT à des élèves de cours moyen. D'accord. Et pourquoi sensibiliser les jeunes aux sciences justement ? Pourquoi sensibiliser les jeunes aux sciences ? Parce que les sciences, c'est une matière bien sûr d'avenir, d'actualité et d'avenir. Et je pense qu'en fait, au XXIe siècle, ne pas vivre correctement en sachant ce que c'est que les sciences, ça pose un problème. Donc surtout dans nos temps un petit peu troublés où on doit faire intervenir l'écologie et autres, ces jeunes qui sont les porte-parole de notre avenir, passeront par ce type d'expérience pour prendre goût et puis faire des choses qui ira dans le bon sens, on espère. Et pourquoi ce sont des élèves qui font les expériences et pas des professeurs ? Alors ce sont des élèves pour 2 raisons. C'est parce qu'il y a très longtemps, l'enseignement des sciences était magistral. Donc le professeur détenait le savoir et puis donc les élèves en fait ils suivaient bêtement. On a changé de paradigme, si je peux me permettre, et donc actuellement on essaye de faire manipuler les élèves et c'est eux qui vont découvrir les phénomènes scientifiques à travers des expériences. Et côté science, on n'arrête pas le progrès, c'est la consultation médicale du futur. La télémédecine est arrivée à la maison d'accueil spécialisée de Rohrbach-les-Bitches. Depuis 6 mois, les résidents passent leur consultation avec leur médecin à travers un écran. Un moyen à la fois pratique pour les personnes en perte d'autonomie, mais aussi rassurant. Reportage de Laurie Couteau. Voilà. Non, ce patient ne parle pas à sa télévision, mais bien à un médecin. Ce nouveau dispositif a été installé à la maison d'accueil spécialisée de Rohrbach-les-Bitches il y a 6 mois. Il permet à un médecin d'effectuer la consultation d'un résident à distance via un logiciel sécurisé. Le résident peut prendre rendez-vous comme lors d'une consultation chez un praticien. La télémédecine permet d'améliorer la prise en soin des personnes en perte d'autonomie à domicile ou au sein d'une institution. Elle rend plus facile l'accès à des
des spécialités comme la psychiatrie, la cardiologie ou encore la dermatologie. La consultation est remboursée par l'assurance maladie. Elle peut être très pratique, notamment pour certains cas. En situation d'urgence, il est possible d'aller au lit du résident, soit avec le dispositif semi-mobile de la structure, soit avec un smartphone ou une tablette sur laquelle on peut connecter donc, le stéthoscope. Donc on peut faire cette consultation en urgence au lit même du résident. Ça évite parfois des hospitalisations en urgence, des transferts d'urgence, alors que tout simplement on peut donner des conseils déjà pratiques. Près de 80% du diagnostic peut être établi simplement avec le son et l'image de la consultation. Cependant, la télémédecine a tout de même quelques limites. Le médecin peut dire mais là l'auscultation ne me plaît pas, j'entends pas très bien, je valide pas. C'est ça le problème, c'est que la responsabilité après de la validation de la consultation revient au médecin qui écoute. Il dit non, ça ne me suffit pas, ça ne me contente pas, il faut le transférer. Ce dispositif permet de limiter les déplacements, très coûteux et chronophages pour les résidents. Il permet également de réduire l'impact émotionnel sur le patient. Avec la télémédecine, on reste dans l'espace de vie du résident. Donc déjà, on n'a pas tous ces transports, tout ce stress occasionné par des déplacements multiples avec des personnes aussi soignantes que le résident ne connaîtra pas. Où il faut prendre de nouveaux repères. Donc le fait de le faire directement dans le lieu de vie, on enlève déjà toutes ces contraintes. Donc il est déjà beaucoup plus rassuré et la consultation est plus facile. La télémédecine n'est pas encore très répandue en France. Le dispositif doit encore faire ses preuves. La téléconsultation pourrait permettre d'augmenter la présence de psychiatres dans les établissements médico-sociaux. 3h30 de marathon de chiffres, c'est en quelque sorte le résumé express du conseil municipal qui s'est déroulé hier soir en mairie de Sarreguemines. Approbation du compte de gestion et vote du compte administratif 2018 ont précédé le vote des taux des taxes locales, puis le vote du budget primitif. Avant d'en parler avec l'adjoint en charge des finances, voici un retour en images sur le 44e conseil de la mandature. Avant de dépenser de l'argent, il faut en avoir. Les conseillers municipaux ont d'abord voté les taux des contributions locales directes pour 2019 avant de valider le budget. Pas de hausse sur les taxes locales, la ville de Sarreguemines maintient ses taux. 18,10 pour la taxe d'habitation, 21,73 pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, 46,54 pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Au total, un peu plus de 12 millions d'euros de recettes sont attendus dans les caisses de la ville en provenance de ces trois taxes. Les deux conseillers d'opposition de la liste Sarreguemines Bleu Marine se sont abstenus. Si dans quelques mois, nous sommes amenés à présenter un projet municipal proposant une diminution des prélèvements, vous comprendrez que c'est pas logique qu'aujourd'hui je vote pour le maintien des taux. C'est juste une question de principe. C'est pas plus méchant que ça. Les prochaines élections municipales sont dans tous les esprits et de plus en plus sur toutes les lèvres. Le budget 2019 est le dernier à être voté par cette équipe municipale. Il détermine les dernières réalisations de la mandature. Sarreguemines prévoit presque 11 millions d'euros de dépenses d'investissement. Un budget primitif, qui correspond aux attentes des citoyens en ville et dans les quartiers, suite aux rencontres citoyennes. C'est un budget qui répondra, en tout cas je l'espère, à la majorité des ambitions des associations. C'est un budget aussi qui va s'inscrire dans un dispositif, celui qu'a souhaité le gouvernement et qui s'appelle Cœur de Ville. Le projet Cœur de Ville, est-ce que vous avez un budget de fonctionnement et d'investissement? Il n'y a pas de budget à proprement parler Action Cœur de Ville. Nous avons prévu un montant important en dépenses imprévues, 750 000, parce que dans le cadre d'Action Cœur de Ville, nous prévoyons, à un moment donné, nous envisagerons de créer une société, une SEM. Il me semble avoir dit ici. Et cette SEM permet de faire des acquisitions. Je vous ai parlé ici de la galerie commerciale. Mais il y a d'autres endroits, je ne vais pas les évoquer, où c'est important pour la ville d'avoir la maîtrise, notamment par rapport à la maîtrise des loyers.
La ville a aussi planifié dans son budget 2019 l'acquisition de l'hôtel-restaurant Le Relais des Routiers pour un montant de 180 000 €. Situé rue du Bac, à côté de la Poste, il est à 2 pas de l'ancien Match dont la ville est déjà propriétaire et pour lequel elle n'a toujours pas dévoilé son projet. Parmi les gros investissements prévus cette année figurent 750 000 € pour la rénovation de l'école de la Cité, 737 000 € de travaux de voirie ou encore 158 000 € pour la rénovation des écuries du centre hippique. Près de 350 000 € vont aussi être consacrés à l'achat de matériel informatique pour les écoles. Pour l'extrême droite, ce ne sont pas les choix de dépenses, mais de recettes qui sont critiqués. Ce magnifique budget qu'on nous a présenté ce soir, qui est techniquement très bien présenté, je souhaiterais non pas l'opposer, parce qu'opposer est un mot agressif, mais le mettre en regard avec un autre budget, c'est celui des familles. Voilà. Donc vous êtes fiers de ne pas diminuer les prélèvements obligatoires. Mais je voudrais simplement vous rappeler qu'il y a un petit nombre de villes en France qui ont osé diminuer les prélèvements. Si je prends ceux qui payent leurs impôts à Sarreguemines, c'est aujourd'hui à peu près 50% de la population. Donc baisser les taux, je ne suis pas sûr que ça profiterait à ceux qui en ont le plus besoin. Les 2 représentants de la liste Sarreguemines Bleu Marine ont voté contre le budget. Les autres conseillers d'opposition se sont abstenus, sauf Corinne Tinès, qui l'a approuvé, comme l'ensemble des conseillers de la majorité. Je crois que c'est aussi... Jean-Marc Schwartz, avant de revenir sur le budget 2019 de la ville, je voudrais que vous reveniez sur un autre point qui a été abordé hier soir au conseil municipal et qui concerne la constitution de provisions. Donc je suppose que vous voyez où je veux en venir parce que vous êtes adjoint au maire en charge des finances depuis 2014. À titre professionnel, vous avez été pendant plusieurs années le directeur de la résidence des Marguerites au Blauberg. Et pourtant, visiblement, vous faites partie des très nombreux qui n'ont jamais lu la convention qui lie cet établissement à la ville, puisque hier, il est apparu que depuis le début des années 80, à chaque fois qu'il y avait un déficit, la ville l'a comblé par une avance remboursable, et non pas, alors qu'en fait, elle avait été perçue, imaginée comme une subvention d'équilibre. Alors, c'est la Chambre régionale des comptes qui a mis le doigt dessus, en faisant le diagnostic d'entrée pour la certification des comptes de la ville. La résidence du centre aussi, et dans le même cas, au total, parce qu'on parle de plusieurs décennies, la résidence du centre aurait dû rembourser à la ville 789 000 € et la résidence des Marguerites 1,4 million d'euros. Aujourd'hui, on fait quoi? On efface l'ardoise ou on les coule? Je vais répondre en plusieurs étapes. D'abord, sur le principe même de cette avance remboursable. Vous l'avez bien dit, c'est effectivement la Chambre régionale des comptes, dans le cadre du diagnostic d'entrée de la certification des comptes, puisque nous sommes rentrés maintenant depuis 2 ans dans la logique certification des comptes. Et à ce moment-là, la Chambre régionale des comptes a complètement fait un diagnostic sur notre comptabilité, sur nos créances, et donc est apparu c'est effectivement ces créances sur d'un côté la résidence du centre et de l'autre côté la résidence des Marguerites. Il s'avère qu'en fait, effectivement, depuis 40 ans à peu près, 40 ans, la lecture qui avait été faite par les uns et par les autres a toujours été celui d'une subvention d'équilibre. Et donc ça n'a pas été aussi simple que ça. C'est-à-dire il a fallu vraiment passer par des cabinets juridiques, de juristes, pour analyser parfaitement les textes et les conventions qui avaient été signées à l'époque pour bien préciser qu'il s'agissait d'avances remboursables. Et à partir de ce moment-là, évidemment, vu les montants en jeu, il est très difficile. Il était très difficile du temps encore de l'association Notre-Dame du Blauberg, puisqu'elle a été reprise entre-temps en absorption-fusion par le groupe Vincent de Paul. Il était effectivement très difficile de réclamer comme ça, du but en blanc, 1,4 million, ce qui aurait mis évidemment l'association en grande difficulté. Il ne faut pas oublier que derrière, il y a de l'hébergement pour des personnes âgées, d'un côté pour l'EHPAD, la maison de retraite Notre-Dame du Blauberg, et de l'autre côté pour la résidence. Donc je crois que si on avait à l'époque... Donc on efface l'ardoise. Il ne s'agit pas d'effacer l'ardoise, il s'agit effectivement aujourd'hui de trouver, notamment avec le groupe Vincent de Paul, de trouver une vraie trajectoire pour sortir un petit peu de cette ornière. Alors on travaille avec eux, on s'est déjà réunis à plusieurs reprises, on a encore une réunion qui est prévue deuxième quinzaine d'avril avec eux pour essayer vraiment de trouver une trajectoire pour sortir de cette ornière. Il s'avère qu'en fait, ce qui a vraiment creusé ce trou, cette créance, c'est que la résidence rembourse tous les ans un loyer à SCH, qui est le propriétaire du bâtiment. Et dans ce loyer, il y a une grosse part qui correspond au remboursement des emprunts historiques, qui datent encore d'il y a 15, 20, 30 ans, qui ont permis la construction et l'amélioration de la résidence. Il s'avère qu'en fait, ces emprunts vont arriver à échéance aux alentours des années 2020 et 2021. Ce qui veut dire aussi que les redevances payées par la résidence
ASCH va diminuer mécaniquement et donc devrait arriver... En germe juridique, on dit la résidence va arriver à meilleure fortune et on pourra imaginer à ce moment-là une solution peut-être de remboursement de ces avances. Alors c'est pas aussi simple que ça, mais en tout cas on y travaille pour essayer de trouver des solutions. Si on revient au budget 2019, vous le caractériseriez comment? D'abord, il faut... C'est budget 2019 et compte administratif. Le compte administratif aussi, puisque c'est le résultat de l'exercice 2018, donc qui est plutôt très positif, puisqu'on dégage plus de 2 millions d'euros d'excédent sur le fonctionnement. On peut vraiment parler de gestion saine et rigoureuse, parce que dans le contexte quand même qui n'est pas facile, contexte de diminution des dotations de l'État, puisqu'on a encore diminué de 200 000 euros les dotations de l'État, on a maintenu les taux. Donc je pense que c'est important. On est dans un contexte où aujourd'hui, l'année dernière, on en a parlé au moment notamment de la réforme sur la taxe d'habitation, de certaines communes, de certaines mairies qui ont augmenté les taux. Nous, on a maintenu les taux. Je pense que c'est un point important. Il y a une évolution évidemment qui est celle des bases, qui fait que les recettes fiscales augmentent, mais nous maintenons les taux. Il y a également un point important, le soutien aux associations, la vie associative. Nous maintenons toujours un fort soutien financier à la vie associative. Et dans toute cette logique, malgré également les investissements, eh bien, nous constatons toujours encore une diminution de la dette. Je rappelle toujours, dans les années 2004-2005, nous étions encore à des niveaux d'endettement qui étaient aux alentours de 35-40 millions d'euros. Aujourd'hui, on est encore à 27 millions d'euros. Ceci dit, c'est effectivement à chaque fois, on a l'impression de plus en plus dur de boucler le budget entre tout ce qu'on veut faire et les diminutions de l'État. Du coup, il y a certaines lignes de dépenses qui peuvent sembler énormes. Il y a par exemple 350 000 euros pour du matériel informatique dans les écoles, 228 000 euros pour un camion nacelle. Oui, c'est raisonnable? Oui, c'est les prix. Alors pour l'informatique, je pense que... il est quand même très important qu'on puisse équiper nos écoles de matériel performant. Je pense que personne ne trouvera à y redire. Il s'agit vraiment aussi d'une remise à niveau au niveau informatique. Il n'y a pas que les écoles, mais également il y a l'achat de matériel informatique. Moi, je vois au quotidien, on a parfois du matériel qui est un petit peu obsolète, qui mérite d'être changé. Concernant le camion nacelle, on n'achète pas un camion nacelle tous les 8 jours. Le dernier que nous avons date quand même de quelques années. Il commence à poser quelques problèmes de sécurité. Mais c'est le prix, malheureusement, c'est le prix d'un camion nacelle, effectivement, de 128 000 euros. Il y a une phrase que vous avez prononcée hier soir qui n'a fait réagir personne, mais moi je l'ai noté, vous avez dit « Nous avons un surcoût de 400 000 euros pour le périscolaire depuis la délégation au Franca ». Vous pouvez nous expliquer ça? Il s'avère que, vous l'avez bien suivi, puisque vous avez fait de nombreux reportages sur le sujet. Donc il y a 2 ans, l'OMAP, qui était la précédente association qui était en délégation de service public sur le périscolaire de la ville, avait déposé le bilan. Et donc il a fallu trouver une solution. Et donc ce sont les Francas qui ont repris cette activité. Cette activité, ils ont fait leur calcul. Je pense qu'effectivement, le montant qui était sans doute versé à l'OMAP à l'époque était insuffisant, ce qui les a peut-être aussi mis en difficulté par rapport à leur fonctionnement. Et aujourd'hui, effectivement, on est passé de 980 000 euros à 1,4 million uniquement pour le périscolaire. C'est un surcoût réel et qu'il faut absorber. Et pour ça, je disais gestion saine et rigoureuse. Pourquoi? Parce que malgré ces augmentations, on a été obligé de faire des économies évidemment sur d'autres postes. Alors c'était le dernier budget de la mandature, puisque le prochain sera voté en avril 2020, après les prochaines élections municipales. Pourtant, il y a certaines décisions qui sont sur du plus long terme, donc qui engagent sur plusieurs années, donc qui engagent déjà la prochaine municipalité. Est-ce que vous en ferez partie? Est-ce que vous serez candidat et sur quelle liste? Ça, je ne sais pas. On a bien senti hier soir qu'on était déjà en pré-campagne électorale. On a vu la position des uns et des autres. D'ailleurs, les membres de la liste bleu marine se sont abstenus sur les taux et ont voté contre le budget. Voilà, on sent qu'on est déjà en campagne électorale, en pré-campagne électorale. Écoutez, l'avenir nous dira ce que ça donnera. Moi, aujourd'hui, vous savez, moi, j'ai qu'une ambition, c'est de servir au mieux la ville. Au travers des compétences que j'ai. On verra l'année prochaine. Je pense que les choses vont avancer, vont se décanter. C'est encore un tout petit peu tôt nous concernant. En tout cas, si je peux apporter mon soutien à un futur candidat, je le ferai. Si la question est... Quel qu'il soit. Oui, quel qu'il soit. Alors,
non, pas quel qu'il soit, mais en tout cas s'il vient de notre liste. Si la question c'est est-ce que je serai candidat en tête de liste, non, évidemment non. Ça, je l'ai déjà dit. Oui, ça vous l'aviez déjà dit. Merci en tous les cas d'être venu sur ce plateau au lendemain du conseil municipal. La nuit a été courte. Avant de plonger dans les galeries du Cimserhof, on donne la parole aux internautes, aux passants et aux jeunes. À tout de suite. Confiez votre véhicule au Garage de l'Albe. Notre équipe dispose des dernières technologies. Bancs de géométrie 3D, cabines de peinture et produits hydro, de la mécanique rapide et toute une gamme de véhicules d'occasion labellisés Car Garantie. Profitez de nos 1000 références de pneus à des prix défiant toute concurrence. Garage de l'Albe, la qualité relève du bon sens. Samedi 6 avril, toute l'équipe vous attend pour nos portes ouvertes. Du 19 mars au 7 avril, la ville de Sarreguemines vous propose la 21e édition du festival Mira de Plate, festival de langue francique et des langues de France sur le thème des plantes pour la vie. Au programme de cette édition exceptionnelle, des expositions, du théâtre, de la chanson, de l'humour, des conférences, sans oublier le traditionnel bal folk le 6 avril. Programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, destination évasion avec le wrap Viva Mexico et le menu bacon New York. Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison. Et pour toutes les occasions, votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, à Sarrebruck, à côté de l'Europa Galerie. Confiez votre audition à un spécialiste. La passion de l'audition, c'est plus de 10 années d'expérience et des milliers de clients satisfaits. Des professionnels à votre écoute. Accueillir, conseiller, accompagner, c'est leur métier. Exigez l'excellence auditive et prenez rendez-vous dans l'un des 4 centres de Moselle-Est. Avec la passion de l'audition, entendre n'est plus un luxe, mais une nécessité. Qui dit dernier week-end de mars dit passage à l'heure d'été. Une mesure qui existe en France depuis 43 ans et qui pourrait être supprimée en 2021. Quel est l'avis des citoyens et comment s'organiser si on se retrouvait à avoir une heure de décalage horaire avec l'Allemagne? Voici les réponses des passants qui nous avons croisés au centre-ville de Sarreguemines. Il pourrait y avoir l'arrêt du changement d'heure. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce serait peut-être une bonne initiative pour harmoniser tout ce qui se fait aujourd'hui, et c'est très coûteux, le changement d'heure, mais en même temps, les intérêts économiques sont probablement contradictoires avec le bien-être espéré. Donc ça mérite un tour de table, ça mérite un débat. Moi je suis pour, et je pense qu'il faudrait même rester sur une heure d'été. Alors moi je pense que en fait, le système qu'on avait jusque-là, il était très bien. Parce qu'il s'adaptait en fait au soleil, donc durée de la journée. Et donc je trouve dommage de changer un système qui existe depuis longtemps. Là maintenant je trouve que ce serait bien qu'on ne change plus d'heure parce qu'à un moment donné il faudrait garder une heure toute l'année. Ce serait bien. Et moi je sais que je serais favorable à l'heure d'hiver. Moi je préfère les heures d'hiver, parce que après, je me réveille les matins, c'est très dur pour moi et les enfants. Alors moi, j'aime pas le changement des heures. Oui. Je préférerais avoir un seul horaire toute l'année et de préférence celui d'été, comme ça on a un ensoleillement maximum toute l'année. Si ce projet venait à aboutir, tous les pays devront choisir leur heure. Et si l'Allemagne choisit une autre heure que la nôtre, ça va vous poser problème ? Personnellement oui, parce que je travaille en Allemagne, donc du coup ça me ferait soit me lever encore plus tôt. Pour moi personnellement, je devrais m'y adapter, parce que c'était le cas avec la monnaie avant, avec l'euro maintenant c'est harmonisé, c'était pareil. C'est à nous citoyens de convenir de ce qui nous va le mieux. Si l'Allemagne choisit une autre heure, d'autres pays en choisiront peut-être aussi une autre. Dans tous les cas, on s'adaptera. Pour moi, ça serait la catastrophe parce que ça ne convient pas avec mon travail, les heures d'ouverture d'école et tout ça. À ce moment-là, on s'adaptera. Au pire, c'est juste une heure de décalage. Après, chaque pays, on n'a aucune influence là-dessus. Donc,
chaque citoyen décidera et puis on s'adaptera. C'est sûr, ça va être plus compliqué, surtout nous qui sommes frontaliers. Après, maintenant, l'idée, c'est justement qu'au sein de l'Union européenne, on reste sur quelque chose d'assez cohérent, quoi, hein. C'est sûr qu'il ne faudrait pas que la France prenne une décision qui va au contraire des autres pays européens, quoi. Jean-Marc Schwartz, vous arrivez, vous, à imaginer une heure de décalage horaire entre la France et l'Allemagne? Non, pas vraiment, pas vraiment. D'autant plus, moi, j'ai jamais de montre, donc il va falloir que je m'en achète une le jour où on passera, si ça devait arriver. Je l'espère et je le souhaite évidemment pas du tout. Alors, les internautes, on leur a proposé de plancher sur une toute autre question. Regardez. CD, musique dématérialisée, vinyle, sur quel support écoutez-vous de la musique? Répondez-nous dans les commentaires. Marie-Morgane, comment nos internautes écoutent-ils de la musique? Alors, il y a un fort engouement pour les plateformes de streaming comme Spotify ou Deezer, par exemple. Marc nous a écrit « Dans la voiture, c'est pratique, plus besoin de boîte de rangement pour CD et un choix illimité. » Mais c'est quand même le CD physique qui a été le plus mentionné. Thomas préfère les supports qu'il peut toucher. Ottilia nous a écrit « J'écoute en premier lieu sur YouTube, puis si ça me plaît, j'achète le CD. » Et ce n'est pas la seule à apprécier YouTube pour écouter des musiques depuis leur ordinateur. Certains préfèrent aussi écouter tout simplement la musique qui passe à la radio. Et il y a un autre support qui revient un peu plus à la mode, c'est le vinyle. On a d'ailleurs voulu savoir si nos internautes en écoutent. On leur a proposé un sondage à la question « Écoutez-vous des vinyles ?» Ils sont 81% à avoir répondu non. Non, ils sont trop branchés, nouvelles technologies, Internet, etc. Alors le mardi, on donne aussi la parole aux jeunes, et voire aux très jeunes. Aujourd'hui, qui nous présente son kiff? Aujourd'hui, c'est Kenzo qui nous présente sa passion, les jeux vidéo et faire des chroniques sur la web télé News Kids Sarreguemines. Regardez. Alors moi je m'appelle Kenzo, j'ai 11 ans, je fais partie d'un projet que j'adore, ça s'appelle NKS News Kids Sarreguemines. C'est une web TV qu'on a créée avec un animateur qui s'appelle Axel Ndiku. Donc moi ma passion c'est les jeux vidéo, j'adore jouer pour NKS. J'explique tous les jeux que j'ai tous les jeux que j'adore jouer. Bonjour Loric. Et oui, je vais vous parler gaming, jeux vidéo pour ceux qui ne parlent pas anglais. Just Dance est un jeu sorti aux États-Unis en premier puis en Europe en 2009. D'après le Parisien, il s'est vendu à plus de 55 millions d'exemplaires. Et ces images sont issues de leur première émission de cette web TV. N'hésitez pas à les suivre sur la chaîne News Kids Sarreguemines. Et si toi aussi tu veux participer à notre rubrique C'est mon kiff, c'est simple. Il suffit de nous expliquer ce que tu aimes et de filmer quelques images et tu nous envoies le tout par mail ou via WhatsApp au 06 81 82 40 33. Merci Marie-Morgane. On va maintenant plonger dans l'univers souterrain du génie militaire. Le Cimsorof vient de rouvrir ses portes pour une nouvelle saison touristique. L'occasion pour Flora de se glisser dans les galeries de l'ouvrage et d'en savoir plus sur ce vaisseau de béton. On vous laisse découvrir en sa compagnie. Très bonne journée à tous. À bientôt. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro. Cette semaine, On Tour vous fait découvrir un nouveau lieu historique de notre territoire, l'ouvrage du Cimsorof.
Un monde souterrain de la ligne Maginot qui attire chaque année bon nombre de visiteurs. Et ça se comprend puisqu'il s'agit du deuxième plus gros ouvrage en puissance de feu de la ligne Maginot en France. Allez, on regarde une présentation du Simserhof. Septembre 1939, 876 hommes investissent l'ouvrage du Simserhof et ils n'en sortiront qu'au 2 juillet 1940. L'histoire de l'équipage de cet ouvrage d'artillerie, pièce maîtresse du secteur fortifié entre la Sarre et les Vosges du Nord, vous est contée à travers un film, un circuit en wagonnet automatisé et une visite à pied au cœur du casernement. Le Simserhof compte 8 blocs de combat, 2 entrées, l'une de plein pied pour les munitions et le ravitaillement et l'autre pour les hommes, et 5 km de galeries. La galerie de plein pied s'enfonce dans la colline pour se trouver enterrée à 27 mètres de profondeur. Situé à 4 km à l'ouest de Bitche, l'ouvrage doit son nom à l'ancienne ferme du Simserhof qui se trouvait à proximité de l'ouvrage. En 2002, le site propriété du ministère de la Défense est confié au département de la Moselle et à la communauté de communes de Bitche et a fait l'objet d'importants travaux d'aménagement et de mise en valeur touristique pour le rendre accessible au plus grand nombre. Ainsi, le Simserhof est devenu membre du réseau des grands sites de Moselle. Il s'agit d'un des ouvrages les plus visités de la ligne Maginot, avec près de 40 000 visiteurs par an. Entre les différents aspects de visite proposés sur le site, on peut aisément y passer plus de 3 heures. La visite à pied permet de découvrir le quotidien des soldats de l'ouvrage. Les guides ne manquent pas d'anecdotes et de petites histoires insolites pour pimenter la promenade. Depuis peu, les visiteurs ont la possibilité de faire une visite par l'extérieur du fort. Un chemin balisé d'environ 5 km relie les blocs entre eux pour une vision plus globale de l'ampleur de la fortification. Ah, voilà, Pierre Letzelter, bonjour. Bonjour Flora. Alors là, tout à l'heure, je suis rentrée par l'entrée des munitions et j'arrive ici, en fait, je surplombe tout l'accueil là. Oui, c'est ça. C'est assez étonnant, on ne se rend pas compte qu'on a monté, en fait, qu'on est monté. 25 mètres de dénivelé. Ah ouais, c'est intéressant. Alors vous êtes donc le responsable du site. C'est ça. Tout nouveau responsable de site, en fait. Depuis le 1er octobre. Ah oui, d'accord. Et alors concrètement, c'est quoi vos objectifs, vos missions en tant que responsable de site? Alors la principale, je dirais, c'est le management de l'équipe. Donc il se répartit en 3 groupes, on va dire. Des personnes qui s'occupent de l'accueil, billetterie, boutique, des personnes qui s'occupent de la cafétéria, et le personnel qui s'occupe de la partie maintenance, donc du wagonnet automatique, et les guides qui font la visite que vous venez de faire dans le casernement et l'usine. D'accord. Voilà. Et alors là, la saison, en fait, elle démarre à peine parce que le Simserhof est fermé tout l'hiver. Oui, exactement. On profite de on dit pause hivernale. D'accord, oui. Du 31 octobre. Donc pour cette année, ce sera 31 octobre jusqu'au 15 mars l'année prochaine. Oui. Pour justement s'occuper des problèmes de maintenance. Oui, pour réparer, et d'entretien, parce que vous avez vu que c'est quand même un milieu très particulier. D'une part, il fait sombre, mais c'est surtout les problèmes liés à l'humidité. Oui, oui. La condensation, les infiltrations d'eau. Donc il y a énormément de travail à fournir pendant la période hivernale pour remettre tout ça en condition et essayer de le faire durer dans le temps. Oui, ça c'est un impératif en fait. Ah, oui, oui. Oui. Et alors pour 2019, qu'est-ce qui est prévu? Est-ce qu'il y a des nouveautés? Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Alors, on a dans le principe de fonctionnement du Simserhof très peu d'évolutions prévues. Oui. Le package qu'on propose est le même que ce qu'on connaît depuis plusieurs années. Mon arrivée en tant que responsable de site permet avant tout de donner un petit bol d'air à l'équipe et à moi de me recentrer un petit peu sur les problématiques de communication et de remise un petit peu au goût du jour de la partie accueil en bas dans lequel on va organiser des expositions de manière un petit peu plus régulière. Et on va se recentrer aussi sur, à la demande de la communauté de communes, resserrer un petit peu les liens avec les autres associations du Pays de Bitche qui s'occupent de remettre ou de maintenir en état des ouvrages de la ligne Maginot. Là, je pense en particulier à l'association du Fort Cassot et aussi à l'association de la fortification des Vosges du Nord, qui est aussi sur Bitche. Et la troisième association, donc celle qui est plus spécifiquement liée au Simserhof, qui nous donne un gros coup de main à la fois en nous fournissant des guides bénévoles,
de temps en temps. Oui. Et qui nous aide aussi à remettre en état des blocs pour des visites plus particulières, remettre en état de l'armement, etc., etc. Et ici au Cimserof, on peut aussi visiter des choses à l'extérieur. Tout ne se passe pas à l'intérieur. Expliquez-nous un petit peu ce qu'il y a. Alors la communauté de communes, en liaison avec l'association des Amis du Cimserof et le club vosgien, a empierré un chemin. On se trouve sur une partie de ce chemin qui nous permet de visiter avec des panneaux pédagogiques pour nous en expliquer le fonctionnement. Donc, qui nous permet de visiter les blocs de combat à partir de la surface. On a pu récolter des témoignages d'anciens du Cimserof. Ils ont été tournés entre 2002 et 2004 et vous allez voir que les anecdotes ne manquent pas. Et on est allé dans notre chambre, on était à deux dans la même chambre. Il y avait juste une petite loupiote allumée et le lit et le matelas complètement trempé. La première nuit, on s'est couché, habillé, avec même les souliers, tellement, et avec le casque sur le nez, parce que ça dégringolait tellement l'humidité. C'était presque intenable, je vous le dis franchement, c'était intenable. Vous sortiez une fois dehors. Vous avez une différence de température de je ne sais pas combien de degrés quand vous rentrez dedans. C'était absolument abominable. J'ai opéré une fois sur cette table-là une amputation que j'ai faite de malheureux qui avait eu un éclat d'obus de la jambe à Rohrbach à côté et qu'on a transporté ici parce que là-bas il n'y avait pas de chirurgien. C'est tout au bout de chirurgie. Pour le restant, c'était de la médecine. On a tiré une fois toute une nuit. Mais alors toute une nuit, avec toutes les pièces, enfin toutes les pièces qui allaient dans cette direction-là, avec le bloc 7, il y avait le bloc 3, il y avait le bloc 5 ou le bloc 1, je me rappelle plus. Enfin il y avait tous les blocs, plus le 120e régiment avec des pièces de 120 qui étaient au légeret, des pièces avec encore des machins avec des chenilles, des vieilles pièces. Ah ben, c'est eux qui ont tiré aussi. Et le matin, vous savez ce qu'il y avait? Parce que l'infanterie qui est devant nous, du côté d'Ormeswiller, là-bas, ben, eux, ils avaient lancé une fusée rouge. Et une fusée rouge, ça voulait dire qu'ils demandent du feu d'artillerie. Parce qu'ils avaient installé des barbelés devant, et puis là, il y a une chèvre qui rentrait dedans, et ils avaient installé avec des clochettes, des boîtes de conserve, avec une vis en dessous. Alors quand la chèvre est rentrée dedans, elle débattait. Hein. Alors ils croyaient que c'était une attaque des Allemands. Hein. Alors toute une nuit on a tapé là-dedans. Le colonel est venu avec les gants blancs jusqu'ici, des gants, et c'est lui qui dirigeait comme ça le tir en haut de la tourelle. C'était pour rien en fait. La chèvre elle avait une patte enlevée, c'est tout. Alors tout le monde est enfermé, quand vous êtes enfermé, et qu'on a pu, sauf nous, on sortait par un blocos. C'était le temps des cerises à Bitche. Alors on voyait les Allemands d'un côté qui mangeaient les cerises sur les arbres et nous on n'avait rien. Alors avec mon confrère on se dit il n'y a pas de raison que les Allemands mangent les cerises et nous on est là à mourir de faim. Alors on est sorti par un blocos, on est allé de l'autre côté, les cerisiers, alors on était séparés de 100 mètres, les Allemands mangeaient les cerises d'un côté, et nous deux mangeaient de l'autre. Alors le deuxième jour, ou le troisième jour, les autres qui étaient à l'intérieur disaient on ne peut pas manger des cerises. Alors on a cherché des petits paniers, on a mis les cerises dedans, et puis on a ramené des cerises pour les autres aussi. Et malheureusement, M. Bonlaron l'a su, alors qu'est-ce que j'ai pris? Même à Guisin, j'ai tiré. Il y avait des machins. J'ai blessé un type, il a eu la mâchoire arrachée. Il faisait c'était comme un Wagmeister, il apportait les lettres et des trucs comme ça. Alors l'armée française qui était à Kidakirch s'est repliée. Et puis des Allemands ils sont rentrés. Et après des Français ils ont rattaqué. Et les Allemands sont retirés. Alors les Français étaient là-dedans et puis nous on a tiré dessus. Hein. Le type il était avec son moto, je ne sais pas ce qu'il avait, en cours de route. Et moi je l'ai rencontré après à Bruyères dans les Vosges, à l'hôpital. Alors il avait la mâchoire arrachée. Alors il écrivait sur un bout de papier, il ne pouvait pas parler. Il écrivait sur un truc, c'est le Cimserof qui m'a tiré dessus.
J'ai jamais dit que moi j'étais au Simserhof. Betty, vous en fait vous êtes guide ici au Simserhof. Expliquez-moi, ça fait combien de temps que vous êtes guide ici? Ça fait depuis 2012. Et alors vous avez été formée pour être guide? Vous êtes une passionnée du patrimoine militaire? Expliquez-moi un petit peu votre parcours. On va dire un peu les deux parce que quand on commence ici, on devient passionné. C'est vrai, ça se comprend. Alors là, on se trouve dans la cuisine, ou plutôt les cuisines, parce que j'ai vu qu'à l'entrée, il y avait un S au panneau cuisine. Expliquez-moi pourquoi. Alors il y a un S parce qu'ici, vous êtes au mess des officiers. Là, vous avez la cuisine des officiers et un peu plus loin, vous avez 2 cuisines de troupes. Donc il y a plusieurs cuisines. Donc tout était bien séparé, on ne mélangeait pas les grades en fait. Non. C'est ça. Et alors ici, il y avait aussi une réserve de nourriture, j'imagine, parce qu'il fallait pouvoir stocker tout ça. Comment ça se passe? Ben oui, plus loin en fait, vous avez des réserves pour 3 mois de vivres. Tous les jours en fait, ils étaient approvisionnés de l'extérieur. Il y avait un train qui venait de Saint-Louis-les-Beach. Et puis, ça c'est en temps normal. En cas d'attaque, ils avaient des réserves de vivres et c'était calculé pour 3 mois. D'accord. Ben, est-ce qu'on peut aller voir les réserves? On poursuit ensemble? Bien sûr. Je vous suis. Ça, c'est une cuve pour les patates. Alors là, Betty, on se trouve où exactement? Là, vous êtes au poste de police. Au poste de police? Il y avait un poste de police dans le Simserhof? Oui. Mais il servait à quoi concrètement? Alors, vous avez des cellules d'isolement, donc pour isoler ceux qui devaient perdre la tête, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est enfermé. Puis aussi, c'est pour des raisons disciplinaires. D'accord, donc en fait, ce n'était pas des cellules qui servaient à capturer l'ennemi, c'était plutôt en interne pour isoler les gens et peut-être que pour les punir s'ils faisaient une bêtise, en fait, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord, et est-ce qu'on sait comment ça se passait ici? Est-ce que les policiers ont dû arrêter des hommes en interne, les mettre au cachot? Alors on ne sait pas, on n'a rien trouvé dans les archives. Il n'y a aucune trace qui dit qu'un soldat a été mis au cachot pendant sa période ici? Alors, comme dit, on n'a rien trouvé, mais je pense qu'ils n'ont peut-être pas tout consigné. D'accord, c'est un endroit plutôt insolite en fait. Et il en existe aussi un autre, ça se passe au foyer, on est passé devant tout à l'heure. Vous allez voir ce qu'on appelle maintenant la fresque Disney. Regardez. Blanche-Neige et les 7 nains dans un ouvrage militaire. Nous voici au foyer du Simserhof. Elle a été faite par un artiste qui s'appelait à l'époque Romain Simon, donc il a été canonnier dans l'ouvrage pendant son service militaire. Avant ça, il a commencé comme décorateur à l'Opéra Garnier. Et après, il a fini en tant qu'illustrateur et dessinateur aux éditions Gallimard. Sachant que Blanche-Neige est sortie en France en 1937 et aux États-Unis 1 an plus tôt. Donc à cette époque-là, comme il avait déjà vu le Disney, il a récupéré les dessins et ce qu'il en avait, et puis il en a fait une peinture au niveau du mur. Elle n'a jamais été refaite, elle est encore d'époque. On a juste mis un truc pour enlever l'humidité, un déshumidificateur. Ouais, pour la protéger le mieux possible, parce que refaire une peinture comme ça, c'est pas possible. Voilà un aperçu de ce que vous pouvez voir et faire ici au Simserhof. Et puis si cette visite vous intéresse, toutes les infos sont disponibles sur www.simserhof.fr. Alors Pierre Letzelter, vous m'avez dit tout à l'heure que la visite était possible en train. Moi ça me tente bien, on y va ensemble. Allez, c'est parti. À bord. Hop. Allez, c'est parti. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine.